Mon nom est Claudia Reboledo. Je suis professeure en gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal. Et je suis très honorée d'être ici ce matin pour ce panel sur l'approvisionnement et la conjoncture mondiale. Et donc, depuis 2 ans, on entend parler beaucoup de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, pourtant, elle existait il y a 2 ans, mais on ne parlait pas du tout. Maintenant, on dit que la chaîne d'approvisionnement est la responsable de beaucoup de problèmes que nous avons présentement. Donc, pour parler des chaînes d'approvisionnement et conjoncture mondiale, j'ai avec moi 4 spécialistes de la matière de différentes provenances qui vont nous parler comment ils voient la réalité de cette chaîne d'approvisionnement et qu'est-ce qui va arriver dans les années à venir. Et je vais, par la suite, on va discuter ensemble sur ce sujet et à la fin, je donnerai la possibilité à vous de poser des questions à mes 4 panélistes. Et donc, nous avons avec nous Marc-Antoine Dumont, économiste à Desjardins, et Stéphane Durouet, vice-président achat québécois développement économique, Réal Julien, président J2, gestion d'approvisionnement, et Laurent Dernedian, directeur principal service conseil chaîne d'approvisionnement KPMG Canada. Donc, bienvenue, messieurs. Merci. Et je donne la parole pour commencer à M. Dumont de Desjardins. Donc, bonjour. Donc, je vais parler de la conjoncture un peu internationale, ce qu'on voit comme grande tendance, l'amélioration qu'on a vécue dernièrement et un petit peu parler des tendances qu'on voit à moyen terme. Alors d'abord, l'état des chaînes d'approvisionnement. Donc on a eu un rebond des problèmes d'approvisionnement avec le début de la guerre en Ukraine et on le voit avec l'indice des pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales de la Réserve fédérale de New York. C'est un indice très intéressant qui permet de capter mondialement qu'est-ce qui se passe. Et on voit que depuis le rebond qu'il y a eu, la situation s'améliore et ça devrait continuer ainsi. Un autre indicateur qui le montre, ce sont les prix des conteneurs qui ont transigé de l'Asie, principalement de la Chine vers l'Amérique du Nord. Et on voit que les prix sont pas mal retournés à leur niveau d'avant la pandémie, à quelques exceptions près, et ce qui montre un soulagement dans les pressions et les coûts dans les chaînes d'approvisionnement. Toutefois, cette amélioration-là cache une demi-vérité. On a vu des gains d'efficacité, oui, mais on voit surtout un ralentissement de l'activité économique mondiale, et c'est une des grandes raisons d'ailleurs qui explique pourquoi la situation se soulage. Ainsi, pour vraiment rétablir la situation dans les chaînes d'approvisionnement, il va falloir encore attendre quelques trimestres. Au niveau des matières premières, pour en parler, donc à la base des chaînes d'approvisionnement dans tout le procédé de production, les métaux aussi, il y a eu un recul, la production s'est améliorée, on est plus efficace, il y a eu moins de fermetures partielles ou complètes dans les mines. Toutefois, c'est surtout, encore une fois, une histoire de la demande. La demande s'est dépréciée, les perspectives économiques se sont assombries, alors ça a poussé les prix vers le bas. Mais la situation demeure que tout rebond de l'activité économique va être accompagné par un rebond des prix. Les prix sont très sensibles à ce genre de rebond. Au niveau des denrées agricoles, on a une situation un peu similaire, mais avec une nuance de la guerre en Ukraine. Donc, la Russie et l'Ukraine, 2 importants producteurs de denrées agricoles. Alors, cette situation témoigne que les prix des matières premières, métaux et agricoles vont demeurer élevés malgré l'amélioration et malgré la décroissance qu'on a observée. Au niveau des prix de l'énergie, alors on voit une situation particulière. La conjoncture économique s'est affaiblie, les prix ont été élevés pendant plusieurs mois, ça a ralenti la consommation. Et pourtant, les prix demeurent élevés. L'offre est restreinte, les stocks sont faibles et on le voit, l'OPEP+ a déjà signalé qu'ils allaient réduire leur cible de production. Ce faisant, on voit les prix qui vont décroître. On voit un creux en début 2023 qui coïncide avec la récession qu'on anticipe, une récession canadienne aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, qui témoigne de cet assombrissement de la conjoncture économique, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation qui fait mal. Et parce que le marché est très serré, le rebond de l'activité économique va ramener les prix en croissance en deuxième moitié de 2023. Alors, parlons des leçons des dernières années. D'abord, la Chine avec la pandémie. Donc, la Chine est un joueur quasi incontournable dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, ce graphique-là, ce qu'il montre, c'est qu'on prend près de 5000 produits différents, on mesure la part de marché de ces produits-là et la Chine, pour 448 produits, plus de 50% des parts de marché dans le commerce mondial. Comparé aux autres pays dans le monde, comme les États-Unis, c'est une différence impressionnante.
Et cette différence-là fait que la Chine, quand on pense à toutes les difficultés qu'ils rencontrent, on voit l'impact que ça peut avoir sur notre chaîne d'approvisionnement et sur la production dans d'autres pays. Pour un pays comme le Canada, il faut compter non seulement à l'approvisionnement qu'on ne peut plus obtenir de Chine, mais aussi de tout autre pays dont ils ont une dépendance envers la Chine. Et ceci montre le risque géopolitique dans les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, on a la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine, deux producteurs importants de matières premières, et on voit lorsqu'on a une dépendance importante envers un grand joueur, l'Union européenne pour le gaz naturel envers la Russie, 40% des importations de gaz naturel en Union européenne proviennent de Russie avant la guerre et avant la pandémie. Et on a vu que cet approvisionnement-là a été restreint de plus en plus et on voit les conséquences. L'inflation est partie à la hausse, frein au niveau de la consommation et on amène l'économie européenne en récession majoritairement. La grande raison est la crise énergétique qui frappe. Donc, pour le Canada, donc, on a vu une amélioration au niveau de nos chaînes d'approvisionnement, au niveau des délais dans les ports canadiens. Donc, cette donnée-là a un certain délai avant qu'elle soit publiée. La dernière date de juillet, on a vu un rebond des délais dans les ports. Et c'est là qu'on témoigne d'un phénomène et des changements de tendance. Alors, on a le Just Now, qui était on commande dernière minute et on approvisionne le plus vite. Tout se fait en plus court de temps. Et maintenant, le Au cas où. Et ces deux tendances-là et ces deux se sont rencontrées en même temps cet été. Alors, on avait les commandes en retard et on avait les commandes d'avance, sont arrivées dans les ports et tout a bloqué. Les entreprises sont aussi prises avec une économie qui a ralenti, alors elles ont accumulé dans leurs entrepôts des stocks dans leurs usines, ce faisant plus d'espace. Et c'est là qui amène la question, comment les chaînes d'approvisionnement vont-elles pouvoir s'ajuster à ce changement de tendance-là et comment il va falloir repenser la logistique derrière. Et finalement, un horizon un peu plus de moyen terme, les changements climatiques. Donc, depuis 50 ans, le nombre de catastrophes naturelles sur la planète a augmenté d'à peu près 3 fois. Ce faisant, il faut penser maintenant aux dégâts que ça va engendrer. Donc, l'exemple classique, un ouragan frappe un lieu de production, la production est arrêtée ou restreinte, les prix partent à la hausse, on a des délais de production. Mais l'un qui est moins connu sont les effets sur les routes. La chaleur, la température moyenne qui augmente va endommager davantage les routes. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va faire les grandes nouvelles, des tronçons de route plus fréquemment fermés, plus de réparations, mais ça va créer des délais supplémentaires dans la livraison et des coûts aussi qui vont croître. Alors, pour les entreprises, c'est vraiment une question de penser à comment elles vont agir, diversifier leur approvisionnement afin de faire face quand il est interrompu, mais aussi d'être proactives et de voir où sont les risques et quels joueurs dans leur chaîne d'approvisionnement sont en train de faire des préventions pour limiter les dégâts de ces changements. Merci. Merci, M. Dumont. Très intéressant ce portrait. Donc, on a la vision macroéconomique et on est certain que si on travaille dans la chaîne d'approvisionnement, ça va devenir pas plus facile, mais différent. Donc, il y a des changements dans l'horizon et on doit se préparer en conséquence. Donc, je donne la parole maintenant à M. Drouin, qui nous va parler plutôt d'achat québécois. Donc, on a regardé les portraits macroéconomiques mondiaux, puis on va se fixer plus vers le Québec. Qu'est-ce que nos entreprises font, puis comment on pourrait faire mieux? Merci, Claudia. Merci beaucoup. Marc-Antoine, très bonne présentation. Merci, effectivement. Ça met la table d'une façon importante. Puis, chez Investissement Québec, on a voulu faire deux choses. Un, cette crise-là, contextuelle, on le voit, les enjeux se résorbent, mais est-ce qu'ils se résorbent pour les bonnes raisons? Donc, il y a probablement des ressacs de ces enjeux contextuels-là qui vont continuer. Et il y a beaucoup d'enjeux structurels quand tu parles des enjeux climatiques, les enjeux géopolitiques, la congestion dans les ports. Les ports en Amérique du Nord sont congestionnés en sous-capacité. Ils vont l'être encore. Le seul projet tangible d'augmentation de capacité, c'est le projet du port de Contrecœur pour 2026-2027 en Amérique du Nord. Donc, les enjeux vont continuer. Tous les enjeux aussi dans l'industrie du transport, on pense à la pénurie de main-d'œuvre dans la chaîne de logistique, dans le camionnage, etc. Il y a beaucoup d'enjeux structurels qui vont perturber. Et cette crise-là, présentement, il faut aider les entreprises à court terme, et c'est ce qu'on fait chez nous actuellement, mais aussi une opportunité de profiter de cette crise-là pour remettre l'achat québécois au niveau des entreprises comme une stratégie d'affaires payante. Et au Québec, on a un savoir-faire incroyable, on a des industries incroyables et on est convaincu que nos entreprises québécoises, en augmentant leur capacité, en augmentant leur productivité, peuvent davantage répondre
aux enjeux de chaîne d'approvisionnement en raccourcissant la chaîne, parce qu'on le voit, ce phénomène-là aussi beaucoup dans les chaînes d'approvisionnement. Présentement, la globalisation commence à s'amener sur des actes de régionalisation. Donc, l'axe Amérique du Nord devient très important dans les chaînes d'approvisionnement. Et le Québec, par son énergie verte, par son énergie abordable, par son savoir-faire, tous ces secteurs économiques en développement, peut contribuer. La stratégie qu'on a mise en place, nous, c'est d'aider les entreprises, mais le gouvernement travaille aussi sur les marchés publics. Il y a eu le projet de loi 12 qui est sur l'achat québécois qui a été déposé, entérimé au mois de juin dernier. Donc, le gouvernement va être très actif sur comment, à l'intérieur des accords commerciaux qu'on a, qui nous cadrent un peu plus, mais comment on peut profiter de différentes opportunités d'intégration de critères de développement durable et aller chercher les maximums de marge de manœuvre pour ramener les achats gouvernementaux, qui est le plus grand donneur d'ordre au Québec, vers les entreprises québécoises. Et vous avez vu l'initiative Produits du Québec qui a été lancée cette année, qui est un peu l'équivalent de Aliments du Québec, mais pour les produits non alimentaires. Donc, une belle opportunité aussi de mettre en valeur auprès des consommateurs les produits québécois. Moi, je vais vous parler davantage de ce qu'on fait, nous, chez Investissement Québec, le mandat qu'on a reçu au niveau des chaînes d'approvisionnement. Donc, bien entendu, on touche les grands secteurs des industries, tout le secteur manufacturier, nos PME, nos grands donneurs d'ordre, nos tiers 1, nos tiers 2, nos tiers 3. Donc, tout l'écosystème manufacturier au Québec, très important. Les sciences de la vie, on l'a vu, beaucoup d'enjeux pendant la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se font de ce côté-là pour augmenter la résilience et l'autonomie dans ces secteurs-là aussi. Nouvelles technologies, technologies propres, transport électrique, on le sait que c'est 3 vecteurs de changement importants qui sont en accélération. On veut s'assurer que nos entreprises québécoises qui vont prendre le virage technologique, qui vont prendre le virage de développement durable, vont être capables de s'approvisionner d'entreprises québécoises dans ces secteurs-là, mais aussi que la chaîne d'approvisionnement dans ces secteurs-là soit développée pour être capable d'avoir le maximum d'autonomie. On est chez Bombardier aujourd'hui. Vous le savez, l'aérospatial est un secteur important, très important de notre économie. Mais on veut s'assurer que ce secteur-là, dans la relance, mais aussi dans le développement des avions du futur, la chaîne d'approvisionnement soit solide au Québec. Et on a des beaux défis de ce côté-là. Et dans l'ensemble de ces secteurs-là, on fait 3 choses. On aide les entreprises à substituer des importations vers des entreprises québécoises. On a une équipe d'accompagnement qui prend les besoins des entreprises et qui cherche des fournisseurs au Québec et qui vont aider ces fournisseurs-là s'il y a des enjeux de capacité ou de productivité à pouvoir fournir nos entreprises québécoises. On amène vraiment des maillages très concrets. Juste depuis le début de l'année, on a environ 70-75 millions depuis le mois d'avril dernier, c'est notre année à nous, d'importations qu'on a ramenées vers le Québec sur différents projets. On a un pipeline d'environ 200 millions présentement de projets sur lesquels on travaille. Donc, beaucoup d'opportunités. Le deuxième volet, c'est le renforcement de nos fournisseurs actuels. On veut que ce qui est fait ici reste ici. Et on a un beau défi au Québec de productivité, vous le savez. Donc, dans ce défi-là de productivité, il faut accélérer le virage de productivité. Il faut s'assurer que nos entreprises québécoises soient capables de fournir avec nos collègues d'Investissement Québec-CRIC. On travaille beaucoup en accompagnement des entreprises pour faire ce virage-là et s'assurer que nos fournisseurs québécois continuent de fournir nos entreprises québécoises. Et le troisième volet sur lequel on travaille, bien entendu, c'est tout le volet de renforcement des chaînes d'approvisionnement. Donc, on est en train de faire des gros chantiers sur le renforcement, donc trouver les maillons faibles des chaînes d'approvisionnement, trouver les chaînons manquants et regarder comment on peut développer les entreprises québécoises pour combler ces lacunes-là, mais aussi attirer des entreprises étrangères qui vont venir s'installer ici pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement. On a des grands besoins de ce côté-là. Bon, les éléments de la crise, on en a parlé. Je pense que l'après est assez nébuleux quand on regarde avec ce qui se passe en Taïwan aussi, avec la Chine, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de tensions politiques. Encore là, le climatique aussi va nuire beaucoup. Donc, on le sait qu'on va devoir, puis Réal va en parler tantôt, la fonction d'approvisionnement va devoir changer, les stratégies vont devoir changer. On a fait de l'adaptation pendant la crise, mais on doit aller plus loin que ce côté-là. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est aider les entreprises vraiment à profiter de la valeur stratégique de l'achat québécois. On veut faire de l'achat québécois non seulement quelque chose de cute, là, mais on veut faire quelque chose de stratégique pour que nos entreprises diminuent leur risque d'approvisionnement en achetant local. Et il y a beaucoup d'avantages au niveau de la proximité. Un, on diminue nos risques parce que si la chaîne d'approvisionnement est locale, bien, s'ils sont plus proches, bien, c'est plus facile. Il y a moins d'enjeux de transport, moins d'enjeux de distribution, moins d'enjeux de risque qu'un container reste pris à quelque part. Et les entreprises peuvent, de ce côté-là, travailler, soit transférer de la production vers des entreprises québécoises au complet, mais plusieurs entreprises font aussi de la redondance. Ils disent, bon, bien, je vais garder mon fournisseur à l'étranger parce qu'il est bon, parce qu'il est fiable, parce que je travaille avec lui depuis plusieurs années, mais je vais aussi me donner un backup au Québec et je vais peut-être transférer 25, 30, 40 de la production vers une entreprise locale qui, pas juste l'appeler quand ça va mal puis je suis mal pris, mais je lui donne une base de mes achats pour être capable de continuer à me fournir et diminuer mon risque d'achat. Et si jamais le container est pris quelque part entre Shanghai et Vancouver, bien, on est capable au moins
d'avoir notre production locale qui nous aide. Les avantages opérationnels, un fournisseur de proximité, bien, c'est fantastique. Parle notre langue, même fuseau horaire, capable de venir à mon usine. S'il y a des produits endommagés, il est capable de venir voir. Souvent, il y a des lots dans les livraisons, capable de livrer de façon beaucoup plus efficace, capable de s'impliquer en co-développement. Plusieurs avantages de ce côté-là. Les avantages financiers, pas obligé de payer 4-6 mois d'avance des containers qui ne sont pas encore arrivés. Quand on a fait du surachat justement pour faire des inventaires de haut cas où, bien, nous, on l'a vu, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées avec des marges de crédit dans le plafond, des inventaires dans le plafond et des banques qui commençaient à être nerveuses. On a même augmenté nos garanties de marge de crédit auprès des entreprises et des banques pour être capable de supporter les entreprises avec les enjeux d'inventaire. Tout aussi les termes de paiement, bien entendu, payer 4 mois d'avance, 5 mois d'avance versus payer qu'un fournisseur local avec des termes de paiement différents, beaucoup plus facile. La réduction des gaz à effet de serre, on a parlé de circularité tantôt, mais diminuer les gaz à effet de serre, tellement important. Avec notre équipe d'investissement Québec-Tric, on travaille sur un calculateur des gaz à effet de serre d'importation, calculer des gaz à effet de serre de transport entre l'importation et l'achat local pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions. Et bien entendu, bien, lorsqu'on développe localement, on a un impact sur l'essor économique de nos entreprises, l'impact de nos régions, l'impact de nos localités, de nos parcs industriels, et c'est ramener de l'argent à nos entreprises pour qu'ils puissent investir. Chaque dollar d'importation qu'on rapporte, c'est de l'argent que nos entreprises peuvent investir dans leur développement, leur productivité, leur capacité, et après ça, bien, retourner à devenir des meilleurs producteurs et des meilleurs exportateurs. Donc, merci, Claudia. Donc, effectivement, l'achat local fait partie de la solution pour les chaînes, pour gérer l'incertitude et aussi pour améliorer l'impact des chaînes logistiques. Mais on parlera davantage dans la période des questions parce qu'il y a quand même des doutes qui restent. Donc, je vais passer la parole à M. Julien. Donc, on va se rapprocher plus des approvisionnements. Donc, qu'est-ce que les approvisionnements peuvent faire et comment, particulièrement, la PME peut profiter de la situation et l'opportunité que représente une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK. Excellent. Merci Marc-Antoine, merci Stéphane. Ils nous ont mis à la table un peu pour qu'est-ce qu'on a vécu en PME en tant que tel. Donc, rapidement, l'impact de la pandémie, bon, c'est une situation mondiale, tout le monde a subi les contre-coups. Selon une statistique sortie par Chaîne d'approvisionnement Canada, 70% des compagnies canadiennes ont eu des perturbations au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Par contre, seulement 2% d'entre elles avaient un plan de gestion de risque, un plan de contingence. Pendant la pandémie, on a fait quelques webinaires, on demandait aussi des questions de sondage et résultat à la question à savoir si le niveau stratégique au niveau de la chaîne d'approvisionnement. 54% des entreprises qui ont répondu à l'appel n'avaient jamais mis en place une stratégie au niveau de la chaîne d'approvisionnement et 34 avaient mis une stratégie en lien dans les 12 derniers mois. Donc, sans être un statisticien avancé, si on fait juste additionner les deux montants ensemble, 88% des entreprises québécoises on a sondées n'avaient jamais mis en place une stratégie de la chaîne d'approvisionnement. Donc, par la suite, nos chaînes d'approvisionnement sont en mode réaction depuis le 16 novembre. Comme Madame disait tantôt, il y a eu un éveil, les PME se sont dit « aïe, on a une chaîne d'approvisionnement ». Il y a eu une pression continue de la part de certains clients sur les fournisseurs, les donneurs d'ordre, les Tier 1 et les Tier 2, à quand même avoir le même rythme de livraison, même rythme d'attente, et ainsi de suite, sans être conscient de la situation. Stéphane en parlait tantôt, on est passé d'un concept de just in time à just in case. On a vu des compagnies, nous, que par manque d'espace, ont décidé de garder le container à type d'entreposage, ce qui a créé un débalancement au niveau des containers maritimes, ce qui a créé une augmentation de coûts, comme Marc-Antoine disait au préalable. Les organisations qui ont utilisé et qui utilisent leur chaîne d'approvisionnement de façon stratégique ont été en meilleure position pour la reprise économique, une meilleure position pour revenir en force. Les tendances, bien, les chaînes d'approvisionnement de plus en plus se déplacent vers le haut des organigrammes. Autre chose aussi, autre stat intéressante,
11% des participants au webinaire impliquent leur chaîne d'approvisionnement dans leur planification stratégique. Okay? Les acheteurs, les approvisionneurs sont de moins en moins opérationnels, deviennent de plus en plus stratégiques. Donc, moins d'opérations parce que les systèmes les font, mais plus de relationnel, plus de stratégique. On le voit aussi, j'ai rentré ce matin à 7 h ici, je me sentais un peu comme chez moi parce que j'ai passé 9 ans de ma vie chez Bombardier, puis même à l'époque, les grands donneurs d'ordre se déresponsabilisent de leur chaîne d'approvisionnement et tendent à responsabiliser leurs fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2. La question qu'on se pose toujours, est-ce que les fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2 ont la capacité, la maturité pour accepter ce transfert de responsabilité-là? On en parlait aussi avec Marc-Antoine, l'élément de gestion de risque. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont une mentalité de gestion de risque par rapport à leurs achats. Et dans certains cas, certaines compagnies se demandent c'est quoi un risque pour ma chaîne d'approvisionnement? On va le voir un peu tantôt. Aussi, on s'intéresse de moins en moins au prix du produit ou au prix du service. Wow! À quoi on s'intéresse? On s'intéresse au coût d'acquisition total. Parce que maintenant, négocier un verre d'eau à 1 $, ça risque d'être difficile de négocier à 98 sous. On va plus regarder ce qui est les coûts afférents qui rentrent dans le coût final du produit. Comme je viens de mentionner, on s'intéresse de plus en plus à la structure de coûts de produits et de services. Les achats et les ventes sont deux fonctions de plus en plus en synergie. Si tu vends mal, tu achètes mal, et si tu achètes mal, tu vends mal. Pourquoi? Pour simplement augmenter le niveau de service auprès des donneurs d'ordre et des clients. L'autre chose aussi, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus aux achats indirects. Les achats directs, c'est tout ce qui rentre dans la composition d'un produit livré au client, mais tous les achats indirects peuvent représenter jusqu'à 30 de la dépense d'une compagnie au niveau des achats. Je dis souvent, une saine gestion de la chaîne d'approvisionnement va avoir un impact sur le bottom line. 1 $ de profit, c'est 1 $. Économisé, pardon, c'est 1 $ de profit. Je suis un peu vite parce que je vois le temps aller. On se questionne plus sur les pays à faible coût. J'aime toujours poser les 5 questions. Avant d'aller en faible coût, avez-vous de bons produits? Avez-vous de bons volumes? Avez-vous le cash flow? Stéphane en parlait tantôt. Avez-vous les compétences logistiques? Surtout les compétences logistiques. Et avez-vous un plan de contingence? Pourquoi un plan de contingence? Personnellement, j'ai déjà vécu ouvrir un conteneur, tout le matériel était rouillé. J'ai appelé mon fournisseur chinois, pas de problème, je vais te remplacer le conteneur. Oui, mais dans mon conteneur, j'avais 4 mois de stock. Qu'est-ce que je fais en attendant? Okay? On est de plus en plus dans une réflexion de reshoring, donc une réflexion de make or buy. Des principes qu'on avait vus à l'université reviennent de plus en plus. On s'intéresse aussi aux coûts intangibles, les soft costs, afin de mesurer le processus. Combien dans vos organisations coûte un bon de commande? Combien votre processus achat vous coûte? Des pistes de réflexion. À quand remonte la dernière stratégie liée à votre chaîne d'approvisionnement? Avez-vous un plan de contingence lié à votre chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous comprenez les enjeux logistiques au sein de votre chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous comprenez les dépendances aussi aux chaînes d'approvisionnement? On parlait tantôt de la guerre en Ukraine, on parlait des chips électroniques, on n'a plus de chips, on n'est plus capable d'avoir nos objets électroniques. Mais quand on commence à découper et comprendre la traçabilité, mais pour imprimer un circuit sur une chip électronique, ça prend quoi? Ça prend du néon. Qui est le plus gros fabriqueur de néon? Présentement, c'est l'Ukraine. Donc, vous voyez l'interdépendance au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Avons-nous analysé les maillons faibles de notre chaîne d'approvisionnement? Qu'est-ce qu'on peut diminuer, éliminer, transférer? La maturité de votre chaîne d'approvisionnement. On en parlait tantôt par rapport à la transfert de responsabilité de vos donneurs d'ordre vers vos organisations. Okay. Saisir de nouvelles opportunités d'affaires, votre chaîne d'approvisionnement en est-elle capable? Et l'autre question que je vous poserais, c'est statistiquement parlant, dépendamment
dans les industries que vous œuvrez, entre 30 et 80 de votre chiffre d'affaires, c'est des achats. Donc, juste pour des fins de compréhension, si 50 de votre chiffre d'affaires représente des achats et que vous faites 10 millions de chiffre d'affaires, j'ai 2 questions pour vous. 1, comment est géré 50 de votre business? Puis 2, qui gère 50 de votre business? Donc, dernière réflexion, est-ce que votre chaîne d'approvisionnement est votre allié pour la pérennité de votre entreprise? Merci beaucoup. Merci, M. Julien. Donc, c'est clair qu'il y a toute une opportunité dans une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et pour parler encore sur la même dimension des solutions, on a avec nous M. Dermedian de KPMG. Donc, c'est à vous la parole. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, en fait, comme les autres intervenants ont mentionné, les organisations font face à des grands changements, des grandes perturbations sans précédent qui forcent finalement les leaders en approvisionnement à se réinventer, à réévaluer leur stratégie. Et en fait, les entreprises qu'on a sondées, qu'on a consultées, les plus matures d'entre elles ont développé un agenda avec 7 caractéristiques. Chez KPMG, on a identifié donc ces éléments-là. Le premier, puis je vais les passer de gauche à droite, un approvisionnement axé sur les tierces parties. Donc, en fait, il est important de reconnaître que la grande majorité des capacités des entreprises, leur efficacité au niveau des coûts et leur réactivité dépend intimement des fournisseurs. Pas juste les fournisseurs, en fait, l'ensemble des partenaires d'affaires d'une organisation, que ce soit des distributeurs ou les autres fournisseurs de services qui font partie intégrante de l'écosystème. Et la fonction approvisionnement, bien évidemment, peut aider à mieux gérer le tout. Donc, l'approvisionnement axé sur les tierces parties représente finalement la valeur ajoutée qui est associée à l'efficacité dans les communications et les intégrations avancées entre les différents tiers. On va en parler un petit peu plus dans les prochaines slides. La seconde catégorie est l'innovation dans la gestion par catégorie. Donc, c'est un élément très connu de la part de tous les approvisionneurs. Cette démarche d'amélioration nécessite de repenser différemment la chaîne d'approvisionnement, la base des fournisseurs et les technologies utilisées, afin de mener un changement de paradigme dans la structure et de permettre l'évaluation de la performance d'une catégorie et d'un fournisseur de façon plus rapide. La prochaine caractéristique, la troisième, c'est l'approvisionnement axé sur le client. En fait, il s'agit de transformer l'expérience et la valeur perçue par le client interne et toutes les parties prenantes de l'organisation. Trouver une façon de créer un environnement presque en mode libre-service que les usagers recherchent et rendre le processus plus simple et plus fluide. Le quatrième élément, c'est l'approvisionnement durable. Donc, de plus en plus d'organisations ont une attention particulière à l'aspect environnemental, social et éthique. Cette catégorie reflète l'opportunité pour la fonction approvisionnement d'être le fer de lance d'une transformation vers des pratiques plus responsables. Le cinquième élément, c'est le volet analytique et les plateformes numériques. Évidemment, ce levier-là, c'est un élément majeur dans la transformation de la fonction approvisionnement. Et l'élément qui sous-tend cette transformation, c'est l'automatisation et l'amélioration de l'expérience des usagers. On peut ajouter également des caractéristiques par rapport à l'utilisation des technologies avancées qui exploitent non seulement les données qui sont historiques, mais également des données externes. Donc, on peut penser à des données de différentes bases de données, que ce soit commerciales comme AC Nielsen, ou des informations associées au flux d'actualité ou aux médias sociaux. La main-d'œuvre de demain, en fait, cette catégorie représente les changements qui sont observés dans les environnements de travail, la manière de travailler et comment la fonction approvisionnement devra se structurer pour répondre aux pressions de croissance de la chaîne d'approvisionnement. Finalement, le modèle d'opération agile, c'est-à-dire un modèle plus flexible, axé sur la valeur, qui permettent aux organisations de réagir rapidement aux aléas, d'anticiper et d'atténuer les risques au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je vais juste faire un petit zoom-in sur 4 de ces caractéristiques.
La première étant l'approche centrée sur les tiers. Donc, dans de nombreuses organisations, les interactions avec les tiers sont parfois tactiques, parfois conflictuelles, et les échanges d'informations sont souvent timides. Et il est difficile en fait, de communiquer en raison du manque d'intégration au niveau des plateformes. L'idée ici, c'est de positionner la fonction approvisionnement comme un agent d'information, de relation entre les demandeurs, les requérants et l'offre des tiers qui permettra aux approvisionneurs de réduire les risques. Donc, je vais aller rapidement de gauche à droite. Toutes les avancées technologiques permettent finalement de maximiser la visibilité et l'intégration des systèmes entre les différents tiers. Cette intégration favorise la collaboration, mais aussi l'innovation dans le développement des produits. Et en termes de conformité, avec l'automatisation des transactions, nous pouvons réaliser des suivis fréquents et continus au niveau des contrats, par exemple. L'autre point, c'est la gestion par catégorie et comment évaluer une approche tactique. Il a fait évoluer vers quelque chose d'un peu plus innovant. Si on regarde les trois strates, là, ça commence par les gens et les compétences. En fait, d'avoir des approvisionneurs qui ont un esprit plus analytique, avant-gardiste, pour bien comprendre et exploiter les données et les systèmes. Donc, des processus plus simplifiés et automatisés, et les systèmes plus intelligents qui permettent finalement d'automatiser tous ces transferts d'informations entre les différents tiers. Les composantes d'une solution d'approvisionnement numérique, en fait, la fonction approvisionnement a entamé ce virage numérique. Elle doit mettre davantage l'accent sur l'automatisation, l'intégration des systèmes et l'utilisation d'analytiques avancées comme le AI. Donc, beaucoup de tâches manuelles encore demeurent dans les fonctions d'approvisionnement et devront être automatisées pour permettre aux approvisionneurs de passer plus de temps sur des activités à valeur ajoutée. La main-d'œuvre de demain, en fait, va requérir et demander un ensemble accru de compétences. Généralement, les équipes d'approvisionnement sont composées de professionnels avec une grande ancienneté. Ce n'est pas rare de voir des gens entre 15 et 20 ans qui ont une particularité souvent de travailler en silo, qui ont des tâches assez transactionnelles et assez tactiques. Donc, au lieu d'exécutant, la fonction approvisionnement de demain va requérir des facilitateurs qui permettront finalement de rendre l'expérience d'usager plus smooth, plus transparente et presque invisible aux yeux de l'usager. La fonction approvisionnement également va requérir des professionnels qui vont inclure des personnes peut-être un peu plus jeunes. Il n'est pas rare de voir des entreprises avec des approvisionneurs de 1 an ou 2 ans d'expérience. Donc la fonction approvisionnement va devoir s'adapter pour intégrer ces jeunes professionnels et continuer à être efficace. Alors, par où commencer? En fait, comme tout, là, il est intéressant d'identifier les problématiques, les enjeux et les opportunités au travers d'un diagnostic. Souvent, ces diagnostics sont effectués sur 3 dimensions. On l'a vu un peu plus tôt au niveau des gens, au niveau des systèmes et au niveau des processus. L'idée, c'est de mettre en place des actions rapides, avec des gains rapides également pour, par exemple, automatiser des processus qui seraient manuels et déployer ensuite des solutions un peu plus structurantes pour adresser les écarts qu'il peut y avoir entre le niveau de maturité actuel et visé et avoir un processus d'amélioration continue pour poursuivre finalement dans les démarches d'amélioration continue. Maintenant, c'est la période des questions. Donc, c'est moi qui va commencer. Je poserai quelques questions que nous avons préparées ensemble. Puis après, je vous donnerai la parole pour des questions à nos 4 panélistes. Donc, on voit sûrement qu'il y a une transformation qui s'y opère dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, dans le métier, les approvisionnements, dans le métier particulièrement tactique, opérationnel, est en train d'évoluer vers une fonction stratégique de l'organisation.
Mais puisqu'on est dans un forum sur l'économie circulaire et sur les transformations et la fabrication circulaire, je me demandais comment les stratégies de circularité pourraient permettre aux entreprises d'ici de mieux répondre aux turbulences que nous avons vues. Et surtout, ce serait quoi les actions à privilégier maintenant, en particulier pour les PME? Je pose cette question à M. Julien, qui connaît bien la PME. Comment donc la circularité rentre dans tout ça? Comment est-ce que les approvisionneurs peuvent travailler et introduire la circularité dans leurs stratégies d'achat? C'est une excellente question. J'ai accepté le défi parce que présentement, on voit cette tendance-là de plus en plus dans différents secteurs. Secteur industriel, je pense qu'on est encore au balbutiement de... Il y a une méconnaissance. Mme Gagné, tantôt, dans la fin de sa présentation, il y a une question du public qui avait été posée. Je pense qu'il y a encore une méconnaissance de qu'est-ce que l'économie circulaire. Par contre, on voit des PME commencer à se parler ensemble par rapport à moi je prends tel type de matière et je la transforme et mes rebuts, mes chutes, au lieu de mettre carrément aux ordures, aux rebuts, il y a une possibilité que tu puisses en faire de quoi avec ça. Tantôt, je donnais l'exemple à Marc-Antoine avant de rentrer sur la scène. Mon réparateur de spa, pourquoi mon réparateur de spa? J'avais un problème de spa, il a ouvert le spa et quand j'ai vu l'isolant qui était dans le spa, c'était tous des morceaux de denain, des jeans, ensemble. Et je dis, c'est normal? Je me suis fait avoir. Il dit, non. Il dit, de plus en plus, on isole les spas avec justement des morceaux de textile, principalement le jeans, parce que supposément c'est un textile qui est un isolant. Donc, on commence à avoir cet élément-là. L'aéronautique, beaucoup de matières premières, on achète de la matière première en dimension X, mais finalement, on a besoin d'une dimension Y. À une certaine époque, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait la chute, le rebut, on mettait ça dans recyclage ou, excusez l'anglicisme, à la scrap, puis ça partait. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'un site spécialisé qui s'occupe justement de fournir des inventaires de matériel rebut, certifié, parce qu'on sait que dans l'aéronautique, tout est certifié. Donc, on voit qu'on a cette tendance-là aussi. Il y a certains mêmes sites qui se spécialisent dans la revente d'excédents d'inventaire parce que pour avoir une seconde utilité en tant que telle. Donc, le mouvement est là, mais est-ce qu'il y a encore des actions à faire en lien avec ce nouveau concept-là? Oui, je pense qu'il y a un enseignement à faire au niveau des PME. Puis, encore là, en bon français, il va falloir avoir une mentalité « think outside the box » en disant « OK, ce que je mets au rebut, qui pourrait l'utiliser en tant que tel? » Puis je pense que de plus en plus, on va voir justement des communautés, des associations se parler ensemble pour pouvoir mettre de l'avant ce type de concept-là. Merci. Claudia, permettez, en complément à Réal, on a mis effectivement, Réal, je pense qu'on est en embryon de quelque chose, mais le réflexe des entreprises de vouloir se poser la question, puis c'est même une réponse à la crise d'approvisionnement, d'être capable de dire, je m'approvisionne localement de quelque chose qui est le déchet de quelqu'un, je n'achète peut-être pas à l'étranger. Dans la filière batterie, vous connaissez le gros projet de filière batterie à la région de Bécancour, chaque projet d'implantation de nouvelle usine, on est en train de regarder comment on peut récupérer. Déjà, on l'a mis en amont dans les projets. Et on a 2 projets présentement de récupération de déchets de production de batteries, des cellules qu'on est en train de travailler, qui vont servir à de la production d'engrais par des entreprises québécoises. Donc, je pense que les grandes entreprises aussi ont à être des instigateurs de ces courants-là pour être capables de créer le mouvement. On l'a vu tantôt, le 3,4 % de circularité, on appelle ça un monde d'opportunités. Ça fait que je pense les grandes entreprises ont un devoir d'être des promoteurs de ça, puis les PME aussi doivent développer ce réflexe-là. Merci. Donc, plein de possibilités qui sont là. C'est sûr que la journée, on aura plus d'idées sur cette problématique en particulier. Je vais revenir un peu sur ce que M. Dumont nous a présenté. Donc, les tensions dans la chaîne semblent se stabiliser un peu. Ce n'est pas peut-être pour les bonnes raisons, c'est parce qu'il y a peut-être une récession qui s'annonce, mais il y a toujours
l'impact de la crise climatique qui va être là et qui pourra peut-être changer la donne. Donc, les approvisionneurs pensent que d'ici 6 mois, ils pourront dormir un peu, se reposer la fin de semaine, mais peut-être ce n'est pas le cas, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Et donc, je me demande, M. Dumas, comment pensez-vous que les entreprises devaient s'y préparer au changement climatique? Au niveau de l'entreprise et de sa chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, j'entends mon... Parfait. D'abord, tantôt ce que j'ai présenté, c'est ce qu'on appelle les risques physiques, la transition climatique. Donc, c'est la destruction d'un espace physique ou l'endommagement. Un autre risque que je n'ai pas discuté, mais qui est important à prendre en compte, c'est le risque de transitoire. Donc, on sait qu'avec la transition énergétique, on sait qu'il va y avoir un resserrement des facteurs ESG ou des taxes carbone, mais il y en a aussi qui s'en viennent fort probablement en Union européenne, ils sont en discussion au niveau d'une taxe carbone à la frontière. Au niveau de la pensée logistique, il faut voir en compte, est-ce que mon approvisionnement pourrait se frapper à des barrières au niveau de la transition énergétique et est-ce que tout d'un coup, je vais me ramasser avec des coûts supplémentaires à cause de ces raisons-là. Un autre facteur qui est à prendre en compte, certains produits, certaines matières premières, et on peut penser au pétrole, sont appelés à coûter plus cher. On va commencer à intégrer les coûts des dommages à l'environnement, à la production et à tous les facteurs qui l'entourent. Donc, on se trouve dans une situation où il faut prendre en compte qu'il va y avoir des coûts qui vont monter. Ce faisant, pour une entreprise, la bonne façon d'agir de ce point de vue économique-là, c'est de mitiger les risques en diversifiant son approvisionnement pour éviter que, j'ai une usine qui me fournit mon produit chimique, elle est plus accessible, je suis en problème. Mais c'est aussi d'être préventif, et c'est ça que j'ai parlé tantôt. Les entreprises doivent commencer à penser, comme ça a été bien expliqué, si on pense en amont et qu'on fait affaire avec une usine qui est déjà recycle, qui est bâtie pour se protéger contre des catastrophes naturelles, on a déjà une meilleure résilience au changement climatique qui s'en vient. Merci. Est-ce que, M. Dermadjian, vous avez un complément d'éléments pour cette question? En fait, il y a plusieurs idées. L'idée, c'est de se rapprocher un petit peu de ses partenaires. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. D'avoir des systèmes d'alerte avec certains des fournisseurs privilégiés, avoir des processus de collaboration également. Et dans certains cas, on en a parlé, des plans de continuité, là, tu sais, des plans des backup plans, s'il y avait des enjeux. Donc l'idée, c'est d'avoir des relations un peu plus intimes avec certains des fournisseurs privilégiés. Donc, c'est la collaboration qui nous amène à une meilleure réponse. Un petit point de complément. Je pense que ce qu'on a vu dans les 2 dernières années, puis Réal, tu as été sur le front avec beaucoup de PME, on prenait la chaîne d'approvisionnement pour acquis. Moi, j'ai visité une entreprise de meubles à l'automne dernier sur la rive nord de Montréal, puis il dit « Viens voir, je vais te montrer quelque chose. » Il y avait un entrepôt plein de meubles pas finis. Il dit « Tu sais, le gel au Texas qu'il y a eu là, en février dernier, là, ben, là, la pétrochimie, les entreprises qui font du foam ici à Montréal sont prêtes de s'approvisionner. Donc là, je suis obligé de faire des meubles préfinis, puis j'attends que le foam rentre pour pouvoir... Mais jamais c'est arrivé dans sa vie de 40 ans d'entreprise. Et cette vulnérabilité-là, aujourd'hui, on l'a eu en pleine face pendant les dernières années. Et je pense qu'il faut... Einstein dit la folie, c'est de faire les mêmes choses puis attendre des résultats différents. Il va falloir revoir toutes nos pratiques comme vous avez expliqué si bien dans l'ensemble. Il y a plein d'éléments à mettre en place, mais si on continue de prendre nos chaînes d'approvisionnement pour acquis, les changements climatiques vont être le plus gros impact. Puis regardez bien ce qui s'en vient là, cet automne. On va tomber des ouragans, des inondations, on a eu les feux de forêt. Il va en avoir de plus en plus, tu le montrais dans ton graphique, Marc-Antoine. Donc, je pense que c'est un des éléments, puis des fois, le plan B, plan C, plan D va être très, très important à implanter. On ne le savait pas avant qu'on avait besoin d'un plan B. Là, on sait qu'il faut maintenant un plan D. Ça fait que... Et, on regarde ça rapidement aussi, si vous me permettez, c'est que on a tendance à regarder outre-mer, tu sais, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane, mais si on regarde aussi dans notre cours, juste qu'est-ce qui se passe à quelques kilomètres d'ici, la fermeture du pont-tunnel, ça a un impact aussi en tant que tel. Là. Okay? Donc, quand tu disais que les chaînes d'approvisionnement dans les PME ont été prises pour acquis, c'est vrai. Je comprends les présidents et les présidentes de PME. On vend, on achètera après. Mais là, présentement, on va... Avant de vendre, monsieur, on va regarder si on est capable d'acheter. C'est là qu'il faut se positionner aussi en tant que tel. Donc, comme je disais précédemment, il faut revoir la maturité de vos chaînes d'approvisionnement. Puis, je me répète, mais encore là,
qui gère 50% de votre business? Exact. Comment est géré 50% de votre business? Puis si vous voulez continuer à vendre, à croître, mais il va falloir passer d'un mode beaucoup plus opérationnel achat à stratégique achat en tant que tel. Parfait. Donc, plusieurs éléments intéressants des réponses. Maintenant, on s'en va à nouveau dans un niveau un peu macro. Donc, face à ces enjeux de la chaîne, on parle beaucoup de l'idée de relocaliser la production. Donc, on parlait tout à l'heure de se rapprocher. Est-ce que c'est une bonne solution ou c'est une fausse idée de relocaliser la production pour un pays comme le Canada dans la situation actuelle? Et donc, je vais donner la parole à M. Dumont pour commencer. Question difficile, puis après, Oui, c'est une excellente question et on se la pose beaucoup. Donc, les derniers événements des dernières années ont montré à quel point c'était difficile lorsqu'on brise les liens commerciaux avec d'autres pays à l'étranger. Donc oui, ça fait partie des solutions. Ce n'est pas la solution ultime, il y a de multiples solutions à ça. Mais il faut regarder. Bon, d'abord, ramener la production ici. Ça a des coûts. Est-ce que toutes les entreprises sont capables de le faire? Est-ce que tous les produits peuvent être appliqués? Alors, c'est un cas d'industrie par industrie à ce niveau-là. Après ça, bon, il y a ramener dans le pays, mais il y a aussi ramener près du pays. Est-ce qu'on peut déplacer des usines au Mexique, par exemple, on parle des voitures qu'on pense, ou est-ce qu'on peut les envoyer à d'autres pays qu'on pourrait appeler des amis? Alors, c'est l'expression le friendshoring. On choisit nos partenaires pour s'assurer qu'on a une certaine fiabilité dans notre approvisionnement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les risques dans les chaînes d'approvisionnement, d'un point de vue international, sont entre les blocs commerciaux. Donc, on aurait le bloc US, Union européenne, Canada, on aurait le bloc Chine, Ukraine, et les risques sont vraiment entre ces deux blocs-là que ça pourrait frotter. Le plus douloureux demeure toutefois à l'intérieur du bloc. Si d'un coup, on est en dispute commerciale avec les États-Unis, le Canada va avoir très mal. Mais c'est là qu'il faut comprendre, est-ce que je garde mon approvisionnement à l'extérieur de mon bloc d'affaires, où il y a des différences de gouvernement ou politique qui peuvent menacer cet approvisionnement-là, ou est-ce que je le ramène à l'intérieur de ce bloc-là, où je suis plus sûr au niveau qu'il va y avoir moins de risques que ça soit perturbé, mais il peut y avoir des coûts associés. Merci. Je suis sûre que M. Drouin voudra en parler. Bien, c'est intéressant parce que concrètement, je vais vous donner un exemple. On a eu un président d'entreprise m'a appelé il n'y a pas très longtemps pour me dire « Je veux rapatrier de la production que je fais faire en Asie, principalement en Chine, pour deux raisons. La première, c'est que je veux dérisquer mon risque d'affaires face à la Chine par rapport au contexte géopolitique et je veux diminuer mes gaz à effet de serre. Donc, autant de mes gaz à effet de serre de production que de transport. Et cette entreprise-là a fait deux choses. Un, a regardé des intrants qu'elle pouvait produire à l'interne et a ouvert deux usines qu'on est en train de finaliser dans les projets présentement pour produire ces intrants-là par eux-mêmes localement, mais aussi substituer de l'importation vers des fournisseurs québécois. On a 15 projets présentement de rapatriement d'usines étrangères vers le Québec dans notre pipeline. Des gros projets majeurs, des entreprises, même des fois, on dit « wow ». Et moi, quand j'ai commencé mon mandat chez Investissement Québec, c'était comme l'espèce de point d'interrogation. C'est-tu une utopie? Est-ce que c'est une vague? Je ne peux pas dire, mais 15 projets concrets, on parle de millions de dollars d'importation en moins, millions de dollars de développement économique. Le nearshoring, le reshoring puis le friendshoring font définitivement partie des solutions et éventuellement l'axe Amérique du Nord va être très très important par rapport au libre-échange. Et n'oubliez pas que le Canada, le Québec fait partie d'un traité de libre-échange avec l'Europe. Donc stratégiquement dans la chaîne d'approvisionnement, on est très bon sur les deux côtés. Donc il y a des entreprises qui vont peut-être vouloir, et on a une entreprise européenne dernièrement qui nous a demandé de transférer une partie de sa production de l'Europe vers le Québec pour les coûts d'économie d'énergie et l'énergie verte, et être capable de retourner le produit en Europe parce que ça allait coûter moins cher de le transférer. Fait qu'il y a plusieurs vecteurs intéressants dans ce cadre-là. Comme disait Marc-Antoine, c'est une solution, c'est pas la solution, mais c'est une bonne solution. Parfait. Oui? Non, bien, un bon exemple, on parle de rapatrier de la production, mais on parle aussi de rapatrier seulement des achats en sol nord-américain et même au Québec. On a eu un cas de figure avec un client dernièrement qui s'approvisionnait en Chine. Et comme je parlais dans ma présentation, bien, il ne calculait pas nécessairement adéquatement le coût d'acquisition totale. Et quand il a commencé à impliquer ça comme culture au niveau de sa gestion d'approvisionnement, bien, il s'est aperçu que, économiquement parlant, un dans l'autre, c'est beaucoup plus efficace d'acheter au Québec. Proximité, même fuseau horaire,
et le coût de financement aussi par rapport au flux de trésorerie. Un dans l'autre, il n'avait jamais fait l'exercice. On l'a amené à faire l'exercice et la résultante est qu'il a rapatrié une partie de ses achats de produits en sol nord-américain, notamment au Québec. Parfait. Donc, peut-être juste je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? 2? Oui. 2? Ouais, peut-être juste en complément d'information, comme dit l'adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, qui l'analysent. Ça peut être pertinent pour certaines d'entre elles et non pour d'autres. L'idée, c'est peut-être de se diversifier, d'avoir une diversification au niveau des types de fournisseurs ou au niveau des régions qui va permettre finalement de réduire le risque au global. Parfait. Donc, des solutions à l'horizon. Oui, une partie de la solution, la relocalisation. C'est sûr qu'on n'a pas parlé, vous n'avez pas parlé trop, la pénurie de personnel, et ça rend les choses un peu plus complexes. Donc, il y a des défis, il y a l'automatisation. Mais ça doit se faire par de l'automatisation. Les nouvelles usines qui s'en viennent ici doivent être des usines très performantes, très automatisées, parce que dans le contexte de main-d'œuvre actuel, on sait des risques que ça amène. Oui, c'est un défi, mais il faut le faire, puis c'est une opportunité finalement. Maintenant, il y a un acteur qu'on n'a pas parlé beaucoup, on s'est fixé sur les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, mais il y a un acteur très important, c'est le gouvernement, au niveau local, provincial, national. Comment est-ce que les gouvernements peuvent aider les entreprises à mitiger les risques liés aux chaînes d'approvisionnement? On voit dans les États-Unis qu'ils ont pris des actions très fortes, inattendues pour un pays qui est caractérisé pour peu d'intervention. Mais ici, au Québec, au Canada, c'est quoi que le gouvernement devrait faire? C'est quoi le rôle à jouer dans cette crise des chaînes d'approvisionnement dont on parle depuis 2 ans? Donc, je vais demander s'il y a un volontaire pour cette question. Bien, moi, je peux partir le bal, compte tenu qu'on est quand même un vecteur de développement économique du gouvernement du Québec. Bien, dans le fond, le gouvernement nous a donné ce mandat-là, nous, d'aider les entreprises. Donc, on le fait, comme je disais, avec la substitution d'importation, on le fait avec tous les programmes qu'on a mis en place. Et il y a beaucoup d'argent. Puis, dans le fond, c'est pas de donner on ne peut pas subventionner les entreprises pour dire OK, voici de l'argent pour que tu achètes au Québec. Ça, on fait juste nourrir le problème parce que le problème d'achat québécois, il est en partie dû au manque de productivité de nos entreprises et au manque de capacité. Donc, l'argent est mis, puis les programmes, puis l'aide, puis l'accompagnement est mis sur le virage de productivité des entreprises. Si on aide nos entreprises québécoises à être plus productives, définitivement, l'écart de coût va baisser. Réal en parlait, puis on a même mis disponible sur notre site Internet un calculateur de coût d'importation qui considère 25 paramètres qui permet de faire un vrai calcul, justement, pour être capable de mesurer comme il faut. Mais souvent, l'écart de prix est moins qu'on pense. Mais même quand il y a un écart de prix, il faut aider nos entreprises. Ça part par là. Il faut renforcer notre chaîne d'approvisionnement. L'autre élément que le gouvernement du Québec travaille, tous les experts sectoriels au ministère de l'Économie et de l'Innovation, on travaille en collaboration. C'est, comme je disais tantôt, comment on identifie, je donne un exemple dans l'aéronautique, le traitement de surface, qui travaille les pièces avant la fabrication, s'assurer de toute la surface est propre, elle est certifiée. Bien, le traitement de surface à Montréal, c'est un secteur qui est en sous-capacité et présentement, ça crée des enjeux dans la chaîne d'approvisionnement. Bien, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, à un moment donné, ça va avoir des répercussions sur d'autres éléments de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut identifier les maillons faibles, il faut mettre des programmes en place pour aussi combler les chaînons manquants et c'est là que le gouvernement s'active beaucoup de ce côté-là. C'est pas en subventionnant les achats, mais c'est en travaillant sur le renforcement et l'autonomie de la chaîne d'approvisionnement. Absolument. Et si je peux ajouter aussi, le gouvernement doit travailler dans quelque chose qui est très important en logistique, c'est l'infrastructure. Donc, il faut que les ports, les autoroutes, ça fonctionne. Puis avec la crise climatique, on sait qu'est-ce qui peut arriver, comment les choses peuvent aller mal. Donc, je pense que ça serait au gouvernement de s'assurer que les échanges physiques sont fluides, puis que finalement, les entreprises peuvent recevoir les produits qui sont commandés à temps. Exact. Il y a également... Pardon Stéphane, je pense que Investissement Québec offre également des programmes de subvention ou d'aide au financement. Oui, il y a beaucoup d'aides financières. Essor, entre autres. Exactement. Beaucoup d'aides financières qui sont disponibles pour aider à toute
la productivité. Le programme ESSOR, qui est un programme extraordinaire pour aider justement à faire le virage technologique. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un programme levier très important. Et dans notre mission, dans notre plan stratégique, l'accélération du virage de productivité là, est le premier des vecteurs de notre plan stratégique. Donc, important. Au niveau des infrastructures, comme je disais, il y a le port de Contrecoeur qui est un beau projet, mais là, la pénurie de main-d'œuvre touche aussi ces secteurs-là. Réal, tu parlais du pont-tunnel, là, effectivement, ça va avoir un enjeu important. Comment on parle beaucoup de la circulation pour les particuliers, les travailleurs qui vont travailler, mais toute la chaîne de logistique va être impactée d'une façon incroyable. Il va falloir quand même adresser ça. Dernier commentaire qui était, on parlait du changement climatique, on parlait du pont-tunnel, puis l'enjeu des infrastructures. Quand on parle de changement climatique, on parle de dommages aux infrastructures. Le gouvernement a un rôle de communicateur à aider les entreprises à identifier où sont les risques dans leurs opérations. Et là, on parle juste au Québec. Quelles sont les zones inondables? Et selon nos scénarios climatiques, est-ce qu'on voit ces zones-là s'agrandir? Est-ce que plus de routes vont être touchées? Alors, les entreprises peuvent prendre une décision éclairée sur comment elles vont gérer leurs opérations. Exact. Absolument. Donc, je pense qu'on a eu un panel super intéressant, mais j'imagine que vous avez aussi des questions pour nous. Donc, je ouvre à la salle. Si vous avez des questions pour mes panélistes ou pour moi-même, on vous écoute. Oui, bonjour. Je me demandais à quel point la boucle entre le rebut généré par une entreprise et le retour à son fournisseur est développée. Dans le sens que si j'ai des matériaux, j'achète des pièces d'aluminium, puis j'ai des rebuts à la fin, à quel point je peux les retourner à mon fournisseur initial, puis ça va pouvoir se recycler dans une boucle très petite. Bien, c'est intéressant, quand vous parlez d'aluminium, on est sur des projets présentement de recyclage d'aluminium, de fonderie secondaire d'aluminium. Rio Tinto a annoncé un gros projet de ce côté-là. On est en train de travailler aussi sur l'infrastructure de récupération pour ramener suffisamment de matières premières pour donc, il y a des gros projets de ce côté-là. Il y en a dans d'autres matériaux. Effectivement, dans les métaux, les composants métalliques, la transformation métallique est assez forte du point de vue de la chaîne de recyclage, de récupération. Il y a encore du travail à faire, mais à la base, c'est assez sensibilisé. C'est plus des autres rebuts secondaires que ça devient plus problématique. Mais oui, il y a des beaux projets de ce côté-là. Puis je pense que ce qu'on voit dans l'aluminium bientôt, un aluminium encore plus vert, parce que ça va être l'aluminium recyclé avec un procédé plus vert. Donc, on va bientôt avoir l'aluminium le plus vert au Québec, au monde. Fait que des beaux projets à mettre en place. Et il y a aussi deux secteurs d'activité, l'aéronautique et l'automobile, qui préconisent cette approche-là. J'ai travaillé 9 ans de ma vie ici en tant que tel, puis justement au plan 1, on avait travaillé avec un fournisseur à l'époque que tout ce qui était, excusez l'anglicisme, la chip d'aluminium, je ne sais pas, les retailles d'aluminium, était compressé en rondelles et le fournisseur récupérait le rebut en tant que tel. Dans l'automobile, il y a une sensibilisation aussi de plus en plus avec l'ingénierie à savoir comment on peut optimiser, faire ce qu'on appelle du nesting en tant que tel. Là. De plus en plus, il y a une sensibilité à designer des pièces en conséquence avec le type de matériel pour essayer de faire le plus de pièces possible avec un type de matériel. Donc, il y a quand même cet élément-là mais il faut poser des questions. Stéphane en parlait tantôt. Il faut poser. Au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il faut oser. Il faut dire à son fournisseur, « Hey, moi, j'achète 1000 livres, mais il y a 80% là-dessus qui s'en va à mon client. Il y a 20% qui va être en rebut. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? » Il faut oser. Donc, puis pour moi, ça fait partie de la maturité de votre chaîne d'approvisionnement. Je pense qu'on a le temps pour une autre... Oui, bon. Non? Ici. OK. Oh, il y a un monsieur, je pense qu'il y a une question en arrière. Oui. 1, 2. 1, 2. Test. 1, 2. Bonjour, Yves Noël. Je suis spécialiste des solutions et alternatives à l'enfouissement depuis 28 ans. Et j'avais surtout un commentaire parce que j'entends beaucoup et je voulais rebondir sur la dame à propos des matières, des rebuts qui deviennent des matières premières pour d'autres. À l'époque, on appelait ça des matières secondaires puis des vidanges. Et ma plus grosse compétition, je suis spécialisé dans les plastiques. La plus grande compétition que j'ai depuis 28 ans, ce sont les coûts à l'enfouissement. Présentement, je remercie les jeunes
qui commence à pousser dans l'esprit des plus vieux, des seniors, l'idée de l'économie circulaire. Ça coûte cher, l'économie circulaire, parce que les vidanges ne coûtent pas cher. Le jour que les vidanges, les déchets, les rebuts vont commencer à coûter cher à enfouir au Québec, il va y avoir un gap qui va se créer et là, il va y avoir de l'intérêt aux manufacturiers à chercher des solutions plus intéressantes et innovantes. Moi, dans le plastique, je fais affaire à 100% au Québec. Je récupère des plastiques. Je peux vous dire qu'au niveau industriel, on est rendu à 35 000 tonnes métriques de plastique qui sont récupérées dans les usines de fabrication et qui sont retournées dans la chaîne de valeur. Alors, au niveau du plastique, c'est ça. J'ai exporté dans ma carrière dans 35 pays. Aujourd'hui, je ne fais que le Québec et les États-Unis, mais je pense que le plus grand impact, c'est quand on va pouvoir augmenter les frais d'enfouissement. Ça va donner un kick-off aux manufacturiers. Et dernier point, d'ici 2030, 30% des sites d'enfouissement au Québec vont avoir atteint leur plein potentiel. Donc, c'est le temps d'y penser immédiatement. Il existe énormément de solutions. Et dernier point, Investissement Québec, je vous remercie. Nous sommes sur le point de réaliser un projet de pyrolyse. Nous allons transformer les plastiques orphelins qui sont destinés à l'enfouissement. Nous allons en faire du diesel et l'usine sera implantée à Montréal. Donc, nous sommes dans de grosses organisations, là, le certificat d'autorisation, dernier ronde de financement, mais je pense que les déchets aujourd'hui doivent être pris au sérieux et il y a des solutions et des alternatives. Et je vous remercie pour le panel, ça a été très intéressant. Merci à vous. Merci, très bon point. Donc, je pense qu'avec ça, on achève. Donc, merci à tous de votre écoute. Merci. Belle présentation, Marc-Antoine. Très solide. T'approches.